Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce cours d'introduction à la comptabilité dans lequel nous allons continuer ce que nous avons commencé déjà depuis un moment, à savoir tout ce qui tourne autour des charges de personnel. Et aujourd'hui, nous allons voir plus particulièrement les composantes du salaire brut. Alors, quelles sont ces composantes? Dans le salaire brut, il y a d'abord ce qu'on appelle le salaire de base, donc c'est celui, si vous voulez, qui est négocié classiquement au départ avec l'employeur, plus éventuellement des heures complémentaires, plus éventuellement des heures supplémentaires, plus éventuellement des primes imposables, plus éventuellement des avantages en nature. C'est ça que l'on appelle le salaire brut. Bien entendu, nous allons développer chacun de ces points. Alors, dans le monde réel, au salaire brut tel que je viens de le définir, il faudrait retirer des retenues pour absence, rajouter des indemnités éventuellement de congés payés, mais ces éléments ne font pas partie de votre référentiel d'introduction à la comptabilité, donc je ne vais pas en parler, puisque ça fait partie de ceux qui ont des cours spécifiques, notamment sur l'étude d'un logiciel de paie, où là on rentre dans les détails, ou ceux qui suivent l'UE de droit social. Là, je vous rappelle que dans la partie comptabilité générale, excusez-moi de me répéter, mais dans la partie comptabilité générale, on ne va pas vous ennuyer à rentrer dans les détails, on vous demandera en fait juste d'enregistrer soit une fiche de paye, soit un extrait du journal de paye. Mais ceci dit, c'est quand même intéressant de comprendre comment salaire de base, heures complémentaires, supplémentaires, primes, avantages en nature, de quoi il retourne. On est d'accord? Alors, nous reprenons chacun de ces points, de ces composantes du salaire brut. D'abord donc le salaire de base. Pour un salarié qui est mensualisé à temps complet, le nombre d'heures normales travaillées, c'est 151,67 heures par mois. Alors comment arrive-t-on à ce montant? C'est très simple, ça fait 35 heures par semaine, multiplié par 52 semaines dans l'année, et divisé par 12 mois, ça fait 151,67 heures par mois. C'est là-dessus qu'est calculé donc le salaire de base pour quelqu'un qui est mensualisé à temps complet. Cette façon de calculer donc le nombre d'heures par mois pour quelqu'un à temps complet, on applique la même méthode pour un salarié qui serait à temps partiel. Par exemple, un salarié qui travaillerait 24 heures par semaine, le nombre d'heures mensuelles serait 24 heures, 24 multiplié par 52 semaines divisé par 12, et ça ferait 104 heures par mois. D'accord? Donc, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, le salaire de base, je parle bien du salaire de base que perçoit un salarié mensualisé, est donc calculé sur une durée moyenne de 151,67 heures par mois, sans prise en compte de la durée réellement travaillée dans le mois, puisque vous savez bien que tous les mois n'ont pas le même nombre de jours, etc., etc. Eh bien, ça fait rien. Le salaire mensualisé est calculé sur la moyenne, et la moyenne, ça fait encore une fois 151,67 heures. Bien entendu, le salaire de base et ses divers composants sont librement négociés entre le salarié et l'employeur, mais toutefois, le SMIC, vous connaissez, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, est revalorisé, alors, hors coup de pouce gouvernemental qui a lieu ou qui pourrait avoir lieu en juillet. En tout cas, le SMIC est revalorisé chaque année en janvier. À titre d'exemple, depuis le 1er janvier 2020, le SMIC horaire est fixé à 1539,42 euros. 1539,42 euros brut mensuel pour 35 heures de travail par semaine, soit 10,15 euros brut de l'heure. D'accord? Donc ça, c'est le minimum pour quelqu'un qui serait à temps complet. Donc ça, c'était le salaire de base. Maintenant, les heures complémentaires, parce que beaucoup d'entre vous, vous confondez souvent les heures complémentaires et les heures supplémentaires. Le principe des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié au-delà de la durée hebdomadaire fixée par son contrat de travail à temps partiel. Donc les heures complémentaires, ça intéresse uniquement les gens qui sont à temps partiel. Évidemment, il y a une limite concernant le nombre d'heures complémentaires que peut faire un salarié. Et il y a aussi, évidemment, la rémunération de ces heures complémentaires. Donc les limites, d'abord, du nombre d'heures complémentaires qu'un salarié peut effectuer sont les suivantes. Alors, limite fixée par un accord d'entreprise ou de branche,
avec un maximum égal au tiers de la durée de travail prévue par son contrat de travail. Donc s'il y a un accord de branche, etc., le salarié peut faire, ou on peut demander au salarié de faire au maximum un tiers de plus d'heures, donc heures complémentaires, que celles qui sont prévues dans son contrat de travail. Et s'il n'y a pas d'accord collectif, la limite, là, elle est fixée à 10% de la durée de travail prévue dans son contrat de travail. Donc quelqu'un qui aurait, par exemple, 20 heures un contrat à temps partiel de 20 heures, s'il n'y a pas d'accord collectif, eh bien, normalement, la durée maximum, ça serait 10% de 20, ça ferait 2 heures complémentaires. Maintenant, le taux de majoration. Alors, c'est défini de la façon suivante. S'il y a une convention ou un accord de branche, le taux de majoration des heures complémentaires, donc rappelez-vous, s'il y a une convention ou un accord, c'est maximum un tiers du nombre d'heures prévues dans le contrat au départ, eh bien, le taux de majoration des heures complémentaires ne peut être inférieur à 10%. Maintenant, bien entendu, ça c'est le minimum. Tout peut être négocié, évidemment, dans l'entreprise. Il peut y avoir plus que 10%, bien entendu. Et s'il n'y a pas de stipulation conventionnelle, à ce moment-là, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. Donc on va prendre un exemple pour illustrer ça. Alors je vous rappelle, hein, ne vous inquiétez pas trop, c'est à titre d'information, parce qu'on ne vous embêtera pas dans le cadre de l'intro à la compta avec ce genre de calcul. C'est parce que souvent vous posez des questions à ce sujet, j'ai trouvé intéressant de l'intégrer dans mon cours. Alors on va faire comme ça, vous allez comprendre. Un salarié a un salaire de base de 1 404 € pour un contrat hebdomadaire de 27 heures. Il existe un accord dans l'entreprise permettant d'effectuer des heures complémentaires au-delà de 10% du nombre d'heures prévues dans le contrat. C'est possible. La tarification négociée dans l'accord d'entreprise, plus 10% dans la limite des 10 premières heures prévues dans le contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. Au titre d'un mois, on va prendre comme ça, il a effectué ce salarié les heures suivantes. Semaine 1, 30 heures. Semaine 2, 32 heures. Semaine 3, 27 heures. Semaine 4, 27 heures. Et la question, calculer le salaire brut du salarié. Donc, avec un contrat de 27 heures par semaine, le nombre d'heures mensuelles, il est de, rappelez-vous, 27 multiplié par 52 semaines, divisé par 12 mois, ça fait 117 heures par mois. Donc, jusqu'à 27 heures, le tarif horaire de base, c'est 1404, puisqu'on a dit que c'était son salaire qui avait été négocié pour ces 27 heures par semaine. Donc 1404 divisé par 117, ça fait 12 € de l'heure. Le nombre d'heures complémentaires hebdomadaires rémunérées à 110% du tarif normal, c'est-à-dire 10% du nombre d'heures prévues dans le contrat. 27 heures multipliées par 0,10, ça fait 2,70 heures. Donc ces 2,70 heures, d'accord, seront payées à 110% du tarif d'une heure normale. Donc les heures complémentaires effectuées au-delà de 29,70. 27 heures, ce qui est prévu dans le contrat, 10%, 2,70. Donc supérieurs à 29,70 seront rémunérés à 125% du tarif normal, donc 25% de plus que le tarif normal. Donc, de la 27e à la 29,70e heure, tarif horaire 12 fois 1,10, ça fait 13,20. Et à partir de la 29,70e heure, tarif horaire 12 fois 1,25, ça fait 15 €. Donc si on fait un petit tableau, vous allez voir, c'est très simple. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Première colonne, nombre d'heures hebdomadaires effectuées, 30, 32, 27, 27. Nombre d'heures complémentaires effectuées, 30 moins 27, ça fait 3 la première semaine, 5 la deuxième semaine, semaine 3, 0, semaine 4, 0. Nombre d'heures complémentaires payées à 110%, c'est les 10% les premières, donc ça fait 2,70 puisque ça fait 27 multiplié par 0,10, ça fait 2,70 pour la première semaine. Donc, comme il a fait 3 heures complémentaires la première semaine,
2,70, 10% du nombre d'heures de son contrat payé à 110%, et donc 0,3 pour arriver, qui seront payés à 125%, 25% de plus. La deuxième semaine, il a fait 5 heures complémentaires, donc toujours pareil, 10%, donc 2,70 heures payées à 110%, et donc pour arriver à 5, il manque 2,30 heures qui seront payées à 125%. Ici, semaine 3, semaine 4, pas d'heures complémentaires. Donc au total, 8 heures complémentaires dans le mois, dont 5,40 heures seront payées à 110% du tarif normal et 2,60 heures payées à 125% du tarif normal, tout simplement. Donc, si on calcule son salaire brut, salaire de base 117 x 12, 1404, heures complémentaires à 110%, 5,4 à 13,20, 71,28, et heures complémentaires à 125%, 2,60 multiplié par 15, 12 x 25 ça fait 15, ça fait 39 euros. Donc au total, le salaire brut de ce salarié, compte tenu de ses heures complémentaires, 1514,28. Donc voilà un exemple de ce qui pourrait arriver. Encore une fois, ne passez pas du temps à travailler là-dessus, c'est juste à titre d'information. Dans le cadre de l'examen, on n'ira pas vous chercher là-dessus. Pour les heures supplémentaires, là, c'est la même philosophie, on ne viendra pas vous embêter, vous le verrez tout simplement dans la fiche de paye. Toutefois, quel est le principe ? Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées cette fois-ci au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, et seules ces heures donnent droit aux bonifications et majorations réglementaires, au-delà des 35 heures. Quelle est la tarification des heures supplémentaires ? La convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche, fixe le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, ce taux ne pouvant pas être inférieur à 10%. Lorsque aucun accord collectif ne détermine la majoration à appliquer au taux des heures supplémentaires, l'employeur doit valoriser celle-ci de la façon suivante. Donc s'il y a un accord, les heures supplémentaires ne peuvent pas être inférieures à payer à 10% de plus que des heures normales. D'accord ? Alors après, tout existe dans la réalité. Attention, le droit du travail a beaucoup changé tous ces derniers temps. Il peut y avoir des accords d'entreprise qui prévoient, par exemple, de ne pas payer des heures supplémentaires, mais d'avoir une compensation en congé, si vous voulez, par exemple. Tout existe. Mais s'il n'y a pas d'accord, la règle, c'est que les 8 premières heures supplémentaires, donc de la 36e à la 43e heure incluse, majoration de 25%, et à partir de la 9e heure supplémentaire, donc à partir de la 44e heure de travail effectué, majoration de 50%. Alors une petite remarque, parce que certains d'entre vous, malgré que je dise cela, n'arrivent pas bien à comprendre comment on calcule 25% de plus. Donc tarif des 8 premières heures supplémentaires, c'est le tarif de l'heure normale multiplié par 1,25, et à partir de la 9e heure supplémentaire, tarif heure normale multiplié par 1,5. Donc on vient de voir les heures complémentaires, les heures supplémentaires. Maintenant, les primes que j'ai appelées imposables, ça veut donc dire des primes sur lesquelles l'entreprise et le salarié vont payer des charges sociales et des impôts. Donc il s'agit, concernant donc ces primes imposables, essentiellement des primes suivantes, éventuellement, primes de danger, primes de froid, primes d'insalubrité, de rendement, de productivité, primes de fin d'année, primes d'ancienneté, primes d'assiduité, du 13e mois, qui est une prime aussi, qu'on appelle aussi gratification. D'accord ? Voilà quelles sont les différentes primes imposables que vous pouvez rencontrer. Encore une fois, attention, il s'agit bien de primes imposables, donc incluses dans le salaire brut, sur lesquelles le salarié et l'employeur paieront des charges sociales et qui seront prises en compte au titre de l'impôt sur le revenu pour le salarié, bien entendu. Ne confondez pas ces primes imposables avec les éventuels remboursements de frais que pourraient percevoir les salariés, tels que remboursement des frais professionnels, remboursement des indemnités kilométriques, remboursement des frais de séjour, etc., etc. Ces éléments, les remboursements des frais, apparaissent entre guillemets en bas de la fiche de paye et ne sont pas inclus dans le salaire brut.
D'accord? Et donc, ça veut dire que le salarié et l'employeur ne vont pas payer ni des charges sociales, ni d'impôts là-dessus, bien entendu, puisqu'il s'agirait dans ce cas-là de frais qu'a avancé le salarié pour le compte de l'entreprise et qui sont remboursés aux salariés par l'entreprise. Donc, évidemment, pas de charges sociales dessus, ni d'impôts. Contrairement aux primes imposables dont je parle, qui sont incluses dans le salaire brut, entre guillemets, tout en haut de la fiche de paye. Maintenant, le dernier point, les avantages en nature. Alors, quel est le principe des avantages en nature? Il s'agit en fait de biens ou de services fournis par l'employeur au salarié pour son usage privé, gratuitement ou contre une participation inférieure à sa valeur réelle. Alors, parmi les avantages en nature, on peut citer par exemple la mise à disposition gratuitement d'un logement ou d'un véhicule utilisé à titre personnel. La mise à disposition permanente d'un téléphone, d'un ordinateur, d'un accès à Internet, etc., etc. La fourniture gratuite ou pour un prix modeste de nourriture, évidemment, hors déplacement professionnel. Alors entendez bien ce que je viens de vous dire. Ces avantages en nature, donc, font partie des salaires bruts, donc sont soumis aux cotisations sociales, salariales et patronales, et font partie du salaire imposable et sont à déduire au niveau du salaire net à payer. Autrement dit, on est bien d'accord que sur les avantages en nature, il y aura le salarié et l'employeur vont payer des charges sociales, donc salariales et patronales, et le salarié va être imposé dessus. D'accord? Alors, l'évaluation des avantages en nature, parce que c'est ça souvent le problème qui se pose. Alors, l'évaluation peut être forfaitaire pour le logement, les repas ou le véhicule, ou en fonction des dépenses réelles pour les autres avantages en nature. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer en détail, vous imaginez bien, dans l'évaluation des différents avantages en nature qui peuvent exister, parce que là, ça dépasse totalement le cadre de ce cours. Sachez toutefois que tout est prévu, comme je dis toujours, on est en France, et donc tout est écrit, et il est prévu, par exemple, quel est le montant de l'avantage en nature qu'un salarié percevra si l'employeur met un appartement, un logement à sa disposition. Eh bien, le montant de l'avantage en nature est fixé par la loi en fonction de la situation, par exemple, personnelle du salarié. Est-ce qu'il est marié? Oui, non. Est-ce qu'il a des enfants? Oui, combien? Alors à ce moment-là, il a le droit à un appartement de tant de pièces, etc. Tout est prévu. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails à ce sujet. Tout est écrit, mais on ne vous embêtera pas à l'examen avec ça, rassurez-vous. S'il y a avantage en nature, ils seront donnés dans la fiche de paye, vous n'aurez pas à les calculer. Mais, à titre d'exemple, je peux vous dire par exemple qu'à partir du 1er janvier 2020, la fourniture d'un repas par jour constitue un avantage en nature de 3,65 € pour les salariés des hôtels, des cafés, des restaurants et assimilés. Autrement dit, tous ceux qui travaillent dans la restauration et qui déjeunent ou dînent dans le restaurant, c'est considéré chaque repas à 3,65 € comme avantage en nature. Et pour les autres catégories de salariés qui donc peuvent déjeuner ou dîner dans l'entreprise fournie par l'entreprise, c'est 4,90 € par repas pour les autres catégories de salariés. On est d'accord? Alors comprenez bien le principe. D'accord? Vous comprenez, les avantages en nature, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais d'un point de vue technique, ça veut dire que c'est l'employeur qui paie soit le logement, soit le véhicule, soit le repas, on est bien d'accord, et il en fait profiter le salarié. Ok, donc ce n'est pas le salarié qui verse, on est d'accord. Simplement, le montant de cet avantage en nature, selon le type d'avantage en nature, ça va être considéré comme une rémunération en plus du salaire de base, donc ça va être inclus dans le salaire brut. Donc, encore une fois, le salarié et l'employeur vont payer des charges sociales dessus, ok? Mais vous comprenez bien que ça, au moment de verser le salaire, l'employeur ne va pas payer les avantages en nature en plus aux salariés. C'est l'employeur qui le paye
alors aux propriétaires, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais c'est rajouté dans le salaire brut, très bien, pour calculer les charges sociales. Mais quand on va calculer le salaire à payer, ben, on va retirer le montant de ces avantages en nature. Sinon, ça voudrait dire que l'employeur paierait deux fois. Une fois, il paierait par exemple le logement pour le salarié, première chose, et au propriétaire du logement. Et en plus, il faudrait qu'il rajoute le montant du loyer au salaire de base qui a été négocié. Vous comprenez que ça ne marche pas. On le rajoute pour calculer les charges sociales, oui, mais ensuite, au moment du salaire net à payer, on retire le montant de l'avantage en nature pour pas qu'il soit payé deux fois si vous voulez. D'accord? Donc voilà ce que je voulais dire concernant les composantes du salaire brut. Et à bientôt pour la suite du cours. Au revoir.